Bonsoir à toutes et à tous, c'est un immense plaisir de vous accueillir ici. Aujourd'hui pour cette rencontre autour du design, avec une approche audacieuse et innovante que propose Bold Design, qui explore de nouvelles formes, matériaux et usages pour donner vie à des créations qui surprennent et inspirent. Leur travail à la croisée de l'expérimentation et de la fonctionnalité repousse sans cesse les limites du possible. Ce soir, ils vont nous partager leur vision, leur démarche et les coulisses de leurs projets les plus marquants. Merci de leur réserver un accueil chaleureux. Et je vais laisser la parole à William Boujon qui ce soir représente les Bold Design. Bonjour. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Merci Jessie. Eh bien, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je vais faire un petit tour d'ensemble d'un certain nombre de projets. J'ai essayé de réduire un petit peu la quantité de projets, de l'orienter principalement autour de l'impression 3D et de ce qui va nous intéresser aussi avec vous, qui est l'impression 3D céramique et les recherches qu'on a pu faire et qu'on fait autour de la céramique, de l'impression, des techniques qui vont graviter autour de ça. Alors ce que je vais vous proposer, c'est que vous puissiez intervenir un petit peu quand vous le voulez, parce que je n'ai pas envie de faire complètement du descendant sur cette conférence. Si vous m'interpellez parce que ça ouvre des chemins de discussion, de traverse, c'est d'autant plus intéressant. Donc n'hésitez pas à lever la main, on vous passera un micro pendant la conférence et on pourra discuter ensemble aussi, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Alors très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes donc Bold Design, nous sommes une agence de design avec Julien Benayoun, mon associé, que nous avons fondé en 2009. Je regarde la date parce que c'est toujours pas très clair, mais ce sera 2009. On travaille sur différents aspects autour du design, du développement de produits. On travaille, vous allez le voir, sur des sujets très variés. Et on y intègre, c'est important pour nous, des problématiques sociales, environnementales, de production, de fabrication. Voilà, on essaye d'être le plus holistique possible, j'ai envie de dire, même si c'est un grand mot, sur notre pratique. Au niveau de notre démarche et de notre mode de fonctionnement, un petit schéma voilà, qui explique très rapidement en fait, le sujet. On va donc évidemment, dans le cadre du design spécifiquement, s'intéresser aux usages, aux utilisateurs, à l'image du produit, à la fabrication, ça c'est quelque chose qui est très important, des ateliers, que ce soit de l'artisanat ou de l'industrie, qui ne sont pas opposés. Évidemment, des coûts de matière, les coûts humains sur le travail et le coût en résultante d'achat pour la personne finale. Et bien entendu, le contexte dans lequel on va faire le projet. Donc, on en discutait aussi tout à l'heure par rapport à la céramique, par exemple. Il y a des vrais sujets territoriaux sur les matériaux, sur les sujets RSE, sur le recyclage, sur la manière dont on va produire, qui est à questionner et à faire évoluer en permanence. Et tout ça nous amène à des solutions, en tout cas à des propositions sur ces différents projets. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler principalement d'impression 3D. On va faire quelques petites digressions sur du mobilier. Voilà. Au global, pour vous exprimer un petit peu
ce qu'on fait. La première slide est là-dedans, c'est-à-dire qu'on travaille, nous, principalement sur du développement produit, au niveau artisanal, au niveau industriel, et avec sur des sujets qui sont très variés. On travaille avec quelques éditeurs sur du mobilier, toujours avec une orientation d'éco-conception, en travaillant évidemment beaucoup le monomatériau, mais on va en reparler, en travaillant sur du démontable, du recyclable ou du réutilisable. Et on va avoir toute une partie qui est plus de la recherche autour justement de la fabrication avec principalement l'impression 3D comme médium. Donc pour nous, au niveau de l'impression 3D, ça a démarré en 2015 parce que une entreprise est venue nous voir pour concevoir en tout cas une imprimante 3D. Donc à l'époque, on avait assez peu de connaissances sur le sujet, dans le sens où on utilisait déjà l'impression 3D, mais uniquement pour du prototypage. Et j'ai cette résonance un petit peu étrange, j'espère qu'elle ne vous gêne pas de votre côté. Donc on a démarré avec la conception en fait d'une machine, ce qui nous a permis d'avoir le prototype dans l'atelier et de pouvoir commencer à expérimenter au niveau de la matière et de ce qu'on pouvait en faire. Commencer à s'accommoder à l'outil. Un des premiers projets sur lequel on a travaillé était ce sujet, partir sur un objet simple, usuel, qu'on utilise tous les jours, qui est donc le stylo, et commencer à intégrer des sujets de paramétrique et des sujets justement de pouvoir faire évoluer cet objet au fur et à mesure en fait des idées, des concepts qu'on pourrait avoir. Alors c'est pareil, c'est notre toute première entrée au niveau du paramétrique. Bon, moi je vais dérouler, hein. C'est vrai que je les connais très bien les projets, moi je sais, j'en ai beaucoup parlé, alors c'est vrai que j'ai tendance à avancer un peu. C'est pour ça que n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Alors sur la partie un petit peu lab, comme on va l'appeler, nous on a toujours eu une démarche par rapport à l'objet d'essayer de sortir de l'imprimante, non pas un prototype, non pas un goodies, non pas un petit objet rigolo, mais de le lancer dans une production. Notre concept de départ était de se dire, est-ce qu'il est possible, en choisissant une typologie spécifique d'objet, de récupérer l'objet à la sortie et qu'il soit fonctionnel. Donc ça a toujours été un petit peu notre démarche aussi dans les recherches, alors fonctionnel ou pas. C'est-à-dire qu'on va avoir le travail sur cette démarche de création d'objets qui est fonctionnel à la sortie, et à côté de ça, on a de la recherche pure et dure au niveau de la forme, au niveau des matériaux, au niveau de l'utilisation de l'outil. Là, on ne recherche pas du tout du fonctionnel, on recherche juste de l'expression à travers l'outil. Donc beaucoup de tests ont émergé. On aime à parler en fait d'un espèce de carnet de croquis permanent qu'on continue à faire. Et ce carnet de croquis, il n'est pas sur des feuilles, il est dans nos cartons. Des expérimentations en fait qui vont arriver, qui vont amener parfois à des solutions, parfois à se raccrocher à des projets, parfois pas, qui resteront uniquement à l'état de croquis. Mais en tout cas, on est dans cette démarche de production et du faire. Ça, c'est quelque chose dont je vais peut-être vous reparler encore et encore, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Être dans le faire, dans la conception, se heurter à la machine, aux problématiques techniques et aux matériaux, et à ce qu'on pourrait en faire et comment. Une fois de plus, tout ce qu'on produit n'a pas forcément vocation d'avoir une utilité directe. Par contre, elle nous fonde un socle, et ça vous l'apprenez aussi vous pendant vos études, vous formez un socle de connaissances qui est permanent à développer pour pouvoir, peut-être même des années après, y revenir en se disant « Ah mais tiens, je me rappelle que ça avait amené ça, ça avait amené ça », et du coup on va retirer le fil à cet endroit-là.
un des premiers projets qui a vraiment été effectif sur la sortie de ces objets directement de la machine était la réalisation de contenants. Alors on a développé en fait toute une petite série de contenants à l'époque sur un dépôt de fil d'une buse assez importante. C'est-à-dire, en fait, on a des couches et des stratifications sur une impression 3D qui, pendant très longtemps, étaient très très fines. L'idée était de la faire disparaître. Ça, c'était vraiment le concept. Donc, plus on essayait d'imprimer de plus en plus fin pour le faire disparaître. Après, on venait poncer, on venait cacher. Nous, on s'est dit que, bon, au même titre qu'un moulage plastique va avoir, et vous le savez dans les moulages, va avoir un marquage de fabrication, ces strates, on devait nous les mettre en valeur. Donc en fait, on a dès le démarrage commencé à travailler sur des strates assez importantes, ce qui se faisait assez peu à cette époque-là, pour avoir aussi des objets qui sortaient de la machine, qui étaient solides, qui avaient été imprimés rapidement et qui pouvaient sortir comme ça. Du coup, j'ai une petite question. C'est que ça a démarré avec la première impression 3D qui vous a été confiée pour dessiner finalement le carénage. La machine, ouais. La machine. Ouais. Et après de ça, vous vous êtes équipé, vous, d'une impression 3D. Bah, en fait, on avait le prototype. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on avait le prototype dans l'atelier. On le dessinait, on l'améliorait pour arriver au produit final, qui d'ailleurs, aujourd'hui, cette entreprise n'est plus et a été rachetée par une autre entreprise. Et ils ont encore gardé la structure pour continuer à développer l'objet. Donc elle a beaucoup évolué, cette machine, depuis. Mais nous, on a eu les premiers prototypes, en fait. Et en ayant les prototypes, évidemment, on ne pouvait que commencer à plancher sur le sujet, quoi. Donc, du coup, vous avez toujours continué à travailler avec ces prototypes-là, en fait? Au niveau des machines? Là, par exemple, sur le projet avec Habitat, c'est que des connaissances que vous aviez en amont, ça vous a permis d'imaginer les projets et directement en contact avec eux, ou vous êtes passé par une étape de développement en interne au sein du studio avec votre propre machine à toujours tester? Alors oui, c'est une bonne question. Mais alors là, typiquement, c'est les recherches qu'on a proposées à Habitat à ce moment-là. Okay. Voilà. D'autant plus que Habitat, à l'époque, avait une section qui était le Design Lab. Donc, toute une section en fait, du magasin qui était réservée justement à des artisans, à des designers pour pouvoir venir offrir pendant, je ne me rappelle plus très bien, quelques semaines, un atelier et des types d'objets et de fabrication un petit peu différentes. Et tu peux juste préciser la période, parce que ça fait plusieurs fois que tu dis à ce moment-là, à cette époque-là. C'est vrai. Et peut-être pour situer pour les étudiants. Eh bien, c'est une excellente question. Eh bien, je pense qu'on doit être... laissez-moi réfléchir. Je pense qu'on doit être... il y a une petite dizaine d'années. Ouais. Ouais, je pense. Hein, on doit être là-dedans. Hein, on est au moins... ouais, on doit être aux alentours de 2014-2015. Voilà, je pense qu'on doit être là-dedans. Du coup, le projet... au niveau de Habitat, était de venir proposer un système de fabrication d'objets en interne du magasin. C'est-à-dire que, et là vous le voyez, on avait réalisé ces petites fiches. On avait certains modèles qui étaient paramétriquement modifiables assez rapidement. Le client venait pour choisir un certain nombre de coloris, certain nombre de dimensions qu'on pouvait ajuster, et l'objet était imprimé sur place. Et il pouvait repartir du coup avec son objet qui était un peu custom sur le lieu. Donc on a testé ça pendant quelques semaines. Alors il y avait aussi une production sur place qui était mise en présentation. Donc soit les personnes venaient faire un custom, soit venaient acheter du coup un objet. Alors c'était très intéressant parce qu'on s'est confronté à ce moment-là aux problématiques de mode de fonctionnement du magasin Habitat, avec des référencements
extrêmement stricte et organisée par rapport aux différents objets. Sauf que nous, on avait du coup des objets qui ne pouvaient pas être référencés comme telle couleur, telle dimension. En fait, ce n'était pas possible, parce que sinon, ça aurait créé une gamme beaucoup trop importante. Donc, comment rationaliser ça pour une sortie à la caisse? On a rationalisé ça en 3 grandes familles. Il y avait les petits, les moyens et les grands. Et on s'arrêtait là. Et en fait, c'était la seule solution pour pouvoir rentrer dans le système très normé, merci, de Habitat ou de la grande distribution. Et quand tu disais tout à l'heure, hein, peut-être que tu vas y venir, tu me dis si je vais trop vite, sur la rapidité d'impression, puisque confronté du coup dans le magasin, c'est qu'on doit être sur une rapidité de fabrication. Donc est-ce qu'on est de l'ordre de 2 heures ou de 20 minutes ou... Alors on était, là sur ces modèles, on était dans les 20 minutes. Ouais. Okay. Ouais, on était dans les 20 minutes. Oui, c'est pour ça aussi ce choix de marquer la strate, d'être beaucoup plus radical en fait au niveau des formes, au niveau des matériaux, voilà, de limiter un certain nombre de choses, mais de pouvoir laisser une forme de liberté sur la création et une efficacité par rapport à l'achat, parce que sinon c'est de la commande. Je crois qu'il y a une question là-bas. Du coup là, bon, je m'y connais pas très bien, donc je vous pose la question. C'est pour l'impression 3D, donc vous utilisez un genre de plastique. Donc là, quels étaient vos enjeux sur la question environnementale par rapport à ça? Alors, c'est une très bonne question. Le sujet principal, quand on a démarré, on était sur le matériau utilisé principalement était le PLA, c'est tout, polylactique acide, qui est un matériau qui est issu principalement du maïs. Alors, ça a été présenté comme ça quand c'est arrivé avec l'impression 3D, donc il y avait une forme de révolution par rapport à la matière, parce que, mais en fait pas du tout. On est complètement dans le greenwashing, dans le sens où ce matériau spécifique est issu de maïs qui sont des OGM, voilà, et il y a une bonne dose de pétrole aussi dedans. Ça, c'est le PLA d'il y a 10 ans. Voilà. Au niveau des matériaux, il y a beaucoup d'évolutions qui se font. Il y a beaucoup de recherches au niveau des matières et ce PLA a quand même pas mal évolué depuis. Il y a aussi aujourd'hui des possibilités de recycler des bouteilles en plastique de les rebroyer pour faire du filament qui deviennent du PETG, enfin qui sont du PETG, pardon, donc qui redeviennent un matériau utilisable. Et on va avoir aussi des PLA avec des doses de pétrole qui sont très faibles, ce qui permet de composter. Voilà. C'est assez complexe, il y a beaucoup d'entreprises qui se positionnent, il y a du greenwashing, il y en a moins à certains endroits, donc en fait, il faut être en veille permanente pour essayer de faire les choses les plus convenablement possibles. Maintenant, aujourd'hui, on a pas mal de partenaires avec qui on travaille, notamment pour des fabrications comme pour la quincaillerie moderne que vous verrez plus tard, comme tu verras tout à l'heure, où on va utiliser des PLA qui sont déjà recyclés et recyclables. La problématique, et c'est pour ça que j'aime bien les questions, parce que c'est des choses sur lesquelles je ne serais pas parti forcément directement, la grosse problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a il n'y a pas de filière pour le PLA. C'est-à-dire que soit ce matériau arrive à re-rentrer dans un cycle avec une entreprise qui va le rebroyer et refaire du filament, mais ça c'est un pourcentage qui est vraiment infime de la quantité des impressions. Les 3/4 vont juste partir à l'incinération. Voilà. Alors on a continué à pousser un petit peu ce sujet-là, toujours ce sujet des petites boîtes, parce que en fait c'est vraiment l'outil pour lequel, bon alors je ne sais pas chez vous, mais alors chez moi des petites boîtes il y en a partout, pas seulement parce qu'on en a fabriqué, c'est parce qu'on a toujours des babioles à ranger quelque part. Et en fait on a continué à pousser ce sujet-là en l'améliorant,
en l'améliorant sur la technique, en l'améliorant sur les finitions, en l'améliorant avec les matériaux. Et en fait, c'est un vaste terrain de jeu pour le coup, pour nous. Donc ça, c'est notre première collaboration, je pense, avec une entreprise qui s'appelle Batchworks, qui est située à Londres, et qui lançait cette production. C'est-à-dire que nous, en tant qu'agence de design, on n'a pas vocation à faire de la fabrication. Entendez-moi bien. On fait de la fabrication sur du prototypage, sur de la recherche, mais nous, on ne fera pas de la production et de la vente. Et pour ça, il fallait de nouveaux acteurs. Sauf qu'au moment où on a fait du coup, ces projets avec Habitat, il n'y avait pas d'acteurs pour faire de la production réellement. Il y a quelques acteurs qui ont commencé à apparaître petit à petit, qu'on a pu découvrir, et qui sont implantés avec des fermes d'imprimantes, avec des éthiques ou moins d'éthiques, et puis il y avait beaucoup de fabricants d'imprimantes qui essayaient d'émerger. Donc ça, c'est notre première collaboration avec Batchworks, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui, et on continue à développer des projets avec eux. Un petit projet toujours au niveau de l'impression 3D, jeu de mots, qui a amené par la suite un autre projet que vous allez voir avec les ateliers 1000 formes qui se trouvent à Clermont-Ferrand. Ça, c'est un projet qui s'est développé pendant le confinement, en partenariat avec l'atelier Baudelaire qui fait du graphisme. Et en fait, on a développé toute une petite gamme en fait, d'éléments qui vont être des jeux de construction et d'apprentissage orientés du coup pour les enfants. On est vraiment dans une petite recherche aussi qui a donné un certain nombre de choses par la suite. Donc pour créer du coup des... Alors il y a plein de choses à faire, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans des dessins, on a créé des normographes avec, ce qui a amené par la suite ce projet jeu de mots donc à Clermont-Ferrand, comme je vous le disais, pour 1000 formes, qui est un lieu, et d'ailleurs je pense que c'est le seul, c'était le seul en Europe, alors est-ce que c'est encore le cas, je ne sais pas aujourd'hui. Donc c'est un centre d'art qui est dédié aux enfants, avec des orientations sur des expos pour les 0-3 ans, des expos pour les 3-9 et ainsi de suite jusqu'à 16 ans, quoi. Et ici, on y a fait du coup une installation, c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, une installation qui regroupait un petit peu tout ce qu'on avait fait, avec des ateliers à petite échelle au niveau de la construction, qu'on a passé en grand volume pour que les enfants puissent construire à différentes échelles, avec cette volonté de les amener dans la création, c'est-à-dire qu'on avait une petite table sur laquelle ils venaient, avec les normographes, dessiner leurs pièces, une deuxième table sur laquelle ils venaient faire leur construction à petite échelle, le maquettage qu'ils avaient dessiné, pour passer ensuite à la grande échelle. La notion de pédagogie est assez importante pour nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaye de prendre en compte un petit peu tout maximum de paramètres en tout cas qu'on peut et essayer aussi d'amener du sens à notre pratique, parce qu'on n'a pas, d'autant plus qu'on fait partie d'une génération sur laquelle il y a eu une transformation aussi de la pratique du design, et c'est important pour nous de s'inclure profondément dans cette démarche-là. On n'est pas là uniquement pour faire de la production d'objets et de nouveaux usages, mais aussi d'accompagner en fait la société à travers ce qu'on fait, à notre humble échelle. C'est pour ça qu'on fait aussi de la transmission. Alors, non pas en étant professeur à l'année, on en a parlé aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais plutôt en faisant des interventions dans les écoles, comme je fais un petit peu aussi ici ce soir avec vous, mais aussi des workshops sur 1 semaine, 2 semaines, grand maximum, pour venir en fait amener un savoir-faire, une vision peut-être de la création autour des matériaux, des pratiques. Au niveau de ces ateliers,
ces workshops, ateliers, on aime amener toujours un petit peu des sujets qui vont nous déstabiliser les étudiants et essayer de créer quelque chose. Donc ici, par exemple, c'est un atelier qui était vraiment autour de l'erreur, du glitch, autour de la machine, parce que en fait, la machine va comprendre une certaine quantité des informations que vous lui donnez et elle va en interpréter. En fait, elle ne va pas les comprendre, elle va tout interpréter par rapport à ce que vous lui donnez comme information. D'ailleurs, ça, c'est complètement un pont qu'on pourrait faire aujourd'hui et qui va être de plus en plus présent dans notre société avec toutes les intelligences artificielles. Il ne faut pas oublier que ce sont des modes de fonctionnement qui vont répondre à la demande qu'on leur fait. Mais c'est la même chose pour une imprimante 3D. On fait de l'accompagnement aussi, comme on a pu le faire avec le Centre Pompidou, à de la découverte pure et dure sur ces techniques et ce qu'on peut en faire. Donc là, quelques petits exemples de petits projets qui avaient été faits par des gens. Je tiens à dire que là, c'est pareil, on ne demande pas aux gens, dans ce cadre-là, qui sont dans la découverte, d'aller vers du fonctionnel. On va leur proposer un certain nombre d'étapes et d'outils pour réussir à arriver à une forme, à une conception, en ayant parcouru justement tout le chemin de la création. Parce qu'on a aussi cette volonté de vouloir amener cette méthodologie que vous êtes aussi en train d'apprendre aujourd'hui, qui est celle des écoles d'art, de l'expérimentation, de la prise de recul, de l'analyse de son travail, pour pouvoir arriver à un objet. Un petit projet qu'on a fait avec le Centre Pompidou dans cette démarche-là. On fait aussi, alors on a fait un projet avec Domestika de formation autour de l'impression 3D, autour justement de ces étapes dont je vous expliquais, qui est en ligne. Et puis, on va avoir des projets et des collaborations qui vont tourner autour de la matière et de la technologie. Donc ça, c'est un projet Stereom et Favina que nous avons développé avec RStudio, que vous connaissez peut-être, qui travaille du coup la matière. Elles font des recettes en fait, d'une certaine manière. Elles vont vraiment aller trouver des matériaux, des sources de matière à transformer et mettre ça en œuvre pour le coup. Elles ont un côté beaucoup plus atelier matière que nous, et c'est pour ça qu'on a trouvé de superbes alter ego dans ces projets-là, avec un projet qu'on a pu développer. Alors vous allez voir, il y en a d'autres. Elles arrivent souvent avec une recette, et on se dit, bon alors très bien, nous notre boulot à nous de notre côté, ça va être de se dire, ok, alors cette matière, comment on va pouvoir l'utiliser, sur quel type de machine on va pouvoir partir, parce que ça c'est aussi quelque chose qui va être disséminé un petit peu dans la présentation, mais dont on peut reparler. C'est quand on parle d'impression 3D, il y a énormément de techniques et de types de machines. Et en fait, selon les matériaux qu'on va vouloir utiliser, il va falloir utiliser le bon type de machine. Donc ici, ce sont des expérimentations qui ont été réalisées avec de la poudre d'ormeau et de la poudre de moule broyée qui a été micronisée et qui a été mélangée à une algue qui est le liant. Donc on est sur un matériau qui est 100% naturel pour le coup, il n'y a aucun ajout supplémentaire et l'idée est d'essayer de se dire comment on utilise cette matière. Là qu'on a réussi à utiliser et à imprimer dans une machine qui à la base a été conçue pour imprimer de la terre. Donc pour ça, c'est pareil. Après on va avoir plein de petits outils, ou en tout cas on va faire des choix à venir raccrocher de la technologie ou pas. Ici, on a pas mal travaillé en partie, comme on l'a fait sur d'autres projets avec elle par la suite, sur Grasshopper, qui permet de réaliser du paramétrique.
Donc le paramétrique, pour que vous voyez ce que c'est pour tout le monde, c'est d'avoir une possibilité de modifier une 3D ou une conception 3D en utilisant finalement des curseurs. Voilà. Mais tout ça, il faut le coder. Alors aujourd'hui, c'est pareil, ça commence à se développer de plus en plus. Il y a de plus en plus d'outils no-code qui vont venir se greffer et je pense que c'est vers là que vont beaucoup de soft 3D. Mais il faut construire ça. Alors en haut à gauche, là vous avez une petite, on le reverra peut-être, mais vous avez un petit morceau du coup d'un logiciel qui s'appelle Grasshopper, qui est connecté à Rhinoceros, qui est le logiciel de 3D, et sur lequel on va pouvoir construire en fait toute notre cartographie que par la suite on pourra modifier. Donc quand je parlais tout à l'heure, et on va y revenir un peu plus précisément, mais des expérimentations et des technologies et des machines, on va pouvoir après en fait tirer des fils. Nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir un concept. Alors sur toutes ces parties-là, sur toutes ces parties-là, on est vraiment dans la recherche. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien, c'est se laisser flotter dans toute cette complexité, de tous ces chemins qu'on peut prendre en permanence. Ou alors, à l'opposé, on aime beaucoup avoir énormément de contraintes. Et en fait, en réalité, plus on va rentrer dans les problématiques au niveau des matériaux, des machines, des faisabilités, plus on va avoir de contraintes et c'est là qu'on aime à fonctionner. Donc je vous ai parlé du glitch tout à l'heure. Le glitch, ça c'est quelque chose qu'on a développé pour de la recherche, vraiment au niveau de la machine, au niveau de l'atelier. On s'est dit mais dis donc qu'est-ce qui se passerait si on pouvait tirer le fil et en fait commencer à travailler juste avec la gravité. Et en fait ça on l'a découvert simplement en faisant des expérimentations, en ayant tout un certain nombre d'impressions qui ne fonctionnaient pas pour X ou Y raison. Et en fait, on s'est dit, tiens, est-ce que ça, on ne peut pas justement l'utiliser? C'est quelque chose qu'on n'a rien inventé dans le sens sur cette mécanique de pensée, c'est quelque chose qui a été travaillé dans l'art, dans tous les domaines depuis très longtemps. Mais néanmoins, là, on avait cet outil-là et on pouvait l'emmener à un autre endroit. Donc en fait, ce qui est assez intéressant avec ce projet qui a été qui s'est transformé en commande par une galerie qui est la Ebar Gallery à Miami, c'était de rationaliser en fait ce glitch. Parce que c'est aussi, comme je vous disais tout à l'heure, la manière dont nous on va fonctionner à appréhender l'objet. On valide complètement l'objet unique, comme la petite série, comme la grande série. Mais réussir à rationaliser ce mode de fonctionnement, même si c'est un glitch, ça nous intéresse. Alors, sur le matériau qu'on a utilisé là, c'est un PLA, on en parlait tout à l'heure, avec une base de bois. C'est-à-dire, et selon en fait les coloris que vous allez avoir là, c'est pas les mêmes bois, les mêmes sûrs qui ont été mélangés. Donc je crois qu'il y a de la coco, il y a du pin et du hêtre, il me semble, un truc comme ça. Ça fait un moment aussi. Voilà. Et en fait, on a été pas mal mis en avant sur ce projet-là. Je crois que c'est un des projets sur lequel on a été le plus interviewé, reposté, voilà. Parce que je pense qu'en fait, il a marqué d'une certaine manière parce que c'est son côté assez inattendu par rapport à la forme, par rapport à l'expression aussi de la matière. Une forme de fragilité et un rythme qui finalement trouve sa cohérence. Dans la même démarche, on a continué à tirer les expérimentations. On a fait toute une série qui s'appelait le Tuile, qui est sur la même démarche, où là en fait on va imprimer de la même manière en trouvant ce rythme de coulure de la matière. Donc tout ça, c'est toute une gestion en fait de paramétrage de température par rapport aux matériaux, de vitesse d'impression. Donc voilà, c'est tout plein de petits curseurs qui sont à caler.
et beaucoup d'expérimentation par rapport du coup à la matière ou à la machine. Et donc là, on s'était amusé à imprimer du coup ces éléments-là et à les retourner pour donner du coup cette impression de montée. Tuile avait été développée dans ce cadre-là. C'était une exposition où les méthodes de fabrication contemporaines étaient mises en écho avec des fabrications historiques. Donc là, elles ont été présentées dans le cadre de cette exposition aux côtés d'un vase mérovingien. Et puis on va commencer à parler de la céramique. Alors au niveau de la céramique, on est arrivé à la céramique par l'accès à l'outil. Alors on est un peu, c'est la même chose, c'est-à-dire que pendant longtemps le concept, et vous le connaissez très bien, qui est le concept du colombin, hein, pour fabriquer de grosses pièces, voilà, on va du coup amener ces couches successives de matière. Là c'est exactement la même technique. Sauf que les problématiques en fait sont différentes. On ne voulait pas faire de mélange complexe de matières, on voulait travailler avec de la matière brute. Il y a des sujets, on en parlait aussi tout à l'heure, de plus en plus qui sont au niveau du territoire pour aller récupérer de la matière. On se rend compte qu'en fait on a des grandes possibilités de récupérer différents types de matériaux qui ont leurs propriétés intrinsèques et qu'on peut réussir à développer sur les différents territoires. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la pratique du coup qu'on a pu avoir avec l'impression 3D. Ce qui nous a intéressé, c'est toujours la même chose, c'est de se dire, ça, c'est ce que la machine propose en fabrication, quel twist nous on va pouvoir amener pour transformer un petit peu la matière, la résonance en fait de l'objet. Ici, on a commencé à mélanger les terres. Ce qui nous intéressait avec cette machine-là, c'est que je vous ai dit, ce n'était pas un mélange comme on peut avoir sur certains types de machines où il va falloir vraiment faire une espèce de pâte ductile très liquide pour pouvoir venir imprimer. Là, c'est une machine dans laquelle on met des pains de terre directement et qui vont être pressés pour sortir. Donc ici, c'est une expérimentation. On a pris 2 terres chamotées qui sont donc une noire, une blanche, et qu'on a calé en fait. Donc alors, il faut imaginer un cylindre à peu près de cette taille-là, voilà, un petit mètre, dans lequel en fait on va mettre notre matière et comment nous on peut venir intervenir sur tous ces éléments-là. Donc là, ça a été de l'organisation et de l'ajustement de ces différents matériaux pour avoir cet effet graphique qui va apparaître pendant les strates. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que là, pour le coup, si on voulait, là, je me contredis un petit peu, dans le sens rationaliser une fabrication comme ça, c'est pas évident. Après, c'est jouable, mais là, notre démarche, en tout cas, n'est pas là. Donc là, on voit un petit peu voilà, différentes productions. On voit, ah non, c'est pas encore la machine. Voilà, toute une petite série. Et donc on aime à travailler avec des collections. Enfin, on aime à travailler. Ça se fait aussi un peu naturellement, parce que quand on va faire des productions et des recherches sur tel type ou tel type ou tel type de terre, on va essayer d'avancer de manière la plus scientifique possible. On ne prétend pas être des scientifiques, mais on a cette démarche qui, voilà, on va vraiment pouvoir faire un test, analyser ce qui s'est passé, bouger un petit curseur, passer à l'étape suivante, passer à l'étape suivante, passer à l'étape suivante. Donc en fait, quand on voit la collection comme ça, on se dit, bon, bah, il y a une collection. Mais nous, on ne voit pas une collection, nous, on voit toutes les différentes étapes de travail pour arriver à quelque chose, ou pas d'ailleurs, parfois ça ne fonctionne pas, et ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, c'est toujours ce carnet de croquis que je vous expliquais tout à l'heure, qui se trouvait dans des cartons, sauf que ce carnet de croquis, avec toutes ces petites choses qui étaient dans ces cartons, eh bien, commence, du coup, même, voilà, ces pièces ont été achetées par le CNAP, mais c'est toujours notre carnet de croquis qui est en train d'évoluer. Donc tout ça, c'est de la céramique encore, voilà, tous ces petits tests. Ça, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure.
Donc on voit bien là par exemple, donc ça c'est une tentative d'organisation du coup de la Terre dans le cylindre pour réussir à avoir un effet en fait en sortie. Donc ça c'est une collaboration aussi qu'on a fait avec une artiste et céramiste. Donc je vous ai mis 2 petits shots du 8 Fab Lab avec qui on est en partenariat, et à qui on développe pas mal de projets, qui ont du coup cette machine. Qui permet du coup l'accès direct à la Terre, sans trop de manipulation. C'est aussi là-dessus, parce qu'en fait elle a une simplicité et une efficacité qu'on ne va pas retrouver dans pas mal de machines, de pouvoir y mettre notre matière et de l'envoyer et de voir comment ça fonctionne. Alors après il faut gérer la ductilité de sa pâte et autres, mais néanmoins elle est suffisamment brute pour qu'on puisse tester pas mal de choses. C'est là-dessus qu'on a du coup pu imprimer aussi les ormeaux et les moules. Alors, ça c'est aussi assez intéressant. On fait des interventions, enfin pour nous et j'espère pour les autres aussi, on fait des interventions aussi au 8 Fab Lab autour de cette machine, avec aussi des céramistes qui ont des modes de fonctionnement et qui ont eu des apprentissages qui sont très différents au niveau de leur pratique. Et nous, on va leur montrer en tout cas les possibilités qu'il y a avec ce type d'outils, alors qui ont des vrais avantages et des vrais inconvénients. L'impression 3D, ça n'a rien de magique, ça n'a rien d'extraordinaire. Il y a 10 ans, même 5 ans peut-être, on se disait encore on peut tout imprimer, c'est extraordinaire, voilà, il n'y a plus besoin de moule. Non, pas du tout, pas du tout. Ça a énormément de contraintes et de problématiques aussi. Et il faut, et c'est notre job d'une certaine manière, mais le job de tous les créateurs, de se positionner par rapport à l'outil. Un autre projet qu'on a réalisé avec RStudio, elles nous ont parlé du coup de leur matériau, le laser stone. Elles ont travaillé, donc comment expliquer leur démarche? Je ne le ferai jamais aussi bien qu'elles de toute façon, mais elles vont aller vraiment récupérer des sources, des gisements de matière qui sont des rebuts industriels. Ces rebuts industriels, on va en trouver de toutes sortes et il y en a énormément qui ne sont absolument pas utilisés, qui finissent à l'enfouissement, dont le cuir. Donc ça, c'est du cuir qui a été récupéré en sortie d'usine de fabrication et qui sont incinérés ou enfouis. On ne sait pas du tout quoi en faire de ces matériaux-là. Donc là, le travail a été avec elle de développer une recette pour pouvoir le réduire en poudre, de trouver un liant le plus naturel possible, avec le moins d'additifs issus du pétrole, pour pouvoir, là c'était dans le cadre de l'appel à projet Monde Nouveau, pour développer un projet de recherche. Et donc ici on a utilisé une machine qui est faite à la base pour imprimer du béton, dans lequel on y a mis notre matériau. Le matériau étant du cuir broyé, micronisé, donc vraiment broyé à l'échelle du micron, dans lequel on va rajouter un liant, dont je ne peux pas vous donner la recette exacte, sinon je vais me faire taper sur les doigts, mais qui est un liant 100% naturel. Et on a réussi du coup à imprimer ces éléments, l'idée étant de changer d'échelle. De passer, en général, avec notre terre, on était donc sur l'échelle de la machine. Là, on passait plus à l'échelle de l'architecture, en ouvrant du coup avec un nouveau matériau. Donc, ça, petite démonstration d'assises dans l'atelier. Et aussi, ce qui est intéressant avec tous ces matériaux, c'est pour ça qu'on a gardé cette photo, c'est que là, on venait recouper en fait les différents éléments. Alors, vous avez vous voyez, en fait, on l'a dessiné de telle manière à ce que tous les éléments soient imprimés d'une traite, puis resegmentés pour avoir 2 pièces différentes, en utilisant, j'y reviens comme tout à l'heure, notre outil Grasshopper,
pour gérer justement les vitesses d'avancement, mais aussi la structure et pouvoir faire évoluer en fait nos différents éléments, les uns avec les autres. Pour arriver sur une installation qui était une installation artistique 100%, un petit peu manifeste sur le matériau et sur ce qu'on pouvait potentiellement en faire et les possibilités en tout cas qu'il y avait. Donc une installation dans le cloître de l'Absalate à Tours avec voilà, une installation qui était assez imposante, bon, toute petite qui paraît par rapport à un cloître lié à une cathédrale. Mais qui était une proof of concept en fait sur voilà, vraiment un test à l'échelle 1. On l'a laissé 3 mois en extérieur pour voir aussi comment le matériau allait réagir, tout en essayant de l'inclure réellement dans le patrimoine culturel. Et je suppose que tout comme pour la céramique, il y a des temps de séchage. Mine de rien. Tout à fait. Donc là, les pièces ont été mises à l'extérieur après une sèche complète. Et ça, est-ce que dans les affaissements, est-ce que dans la manière de mettre en forme le matériau, est-ce qu'il y a des corrélations avec la céramique ou pas du tout? Ou est-ce qu'à chaque nouveau matériau, il y a vraiment des grosses différences de... Il y a une grosse différence. Il y a vraiment le seul lien, ça va être le colombin et le dépôt, hein, le fait qu'on vienne déposer ces couches au final. Maintenant, là, je crois que sur ces pièces-là, on a dû avoir 3 semaines de séchage, un truc comme ça. Sur les ormeaux, on devait être à 1 semaine. Bon, après, on n'est pas sur les mêmes volumes non plus. Mais c'est assez variable. Et après, la tenue, en fait, est très différente. Parce que c'est aussi pour ça qu'on a fait ces choix esthétiques, c'est-à-dire que l'esthétique est aussi amenée par la contrainte de fabrication, évidemment. Et il fallait que le matériau se tienne. Et il y a des matériaux qui se tiennent beaucoup mieux que d'autres. Et alors après, on le sait, on sait pourquoi, parce que les types de liants, parce que les types de matériaux, les types de charges, comme on va appeler pour ces matériaux-là. Mais enfin, à chaque fois, c'est un peu une nouvelle aventure. Maintenant, c'est un peu comme vous, par rapport à un type de cuisson et un type de terre. Ah oui, alors là, je sens que là, ça va le faire comme ci, comme ça. Alors on peut faire que du pronostic. Mais voilà, et après, on peut avancer un petit peu comme ça. C'est ça, mais du coup, en fait, les viscosités, les manières de sécher de ces matières-là ont des vraies influences sur la forme oui. qui peut être donnée derrière, quoi. Ouais. Et d'autant plus sur des premiers essais. Parce que plus on va connaître notre matériau, plus après on peut aller pousser les tests et voilà. Mais c'est vrai qu'au démarrage, déjà, il faut calibrer le matériau, surtout quand on a accès à des machines comme ça. C'est des ateliers où ça coûte très très cher la journée. Ouais. Donc chaque journée compte bon, fortement. La vitesse d'impression, c'est quoi? Alors la vitesse d'impression, ça va beaucoup dépendre du matériau aussi. Ça va beaucoup dépendre du matériau. On a fait beaucoup de tests pour ce matériau-là. Alors en plus, comme ça, vous ressortir la vitesse d'impression de celui-là, je serais incapable. Bien que je crois qu'on était autour de 20 ou 30. Ah, je vais dire des bêtises, je préfère pas. Je vais pas finir ma phrase. Mais là, on était assez lent vraiment pour l'impression. Néanmoins, vu qu'on dépose on est sur un diamètre de 50 mm au niveau du dépôt. On a une quantité, en fait, ça monte vite, mine de rien. Voilà, mais ça c'est pareil, c'est-à-dire que ça va tellement dépendre du matériau et puis ça va dépendre aussi énormément de quand est-ce qu'on le fait. Alors on travaille, une petite anecdote, c'est qu'on travaille, donc là j'en parle peu, mais on travaille sur du mobilier aussi, et sur le mobilier, on travaille sur des développements de pièces avec des entreprises spécifiques, dont une entreprise qui se trouve du côté de Montpellier qui s'appelle Tisu. Et alors j'ai envie de vous parler de ça parce que c'est exactement en lien, c'est-à-dire qu'ils ont un process où ils vont réutiliser des anciens plateaux de bureau
sur lesquels ils vont venir plaquer un textile qui sont pareils des chutes d'industrie avec une fine couche d'époxy. Et ils viennent, du coup, on fait de la réutilisation de tous ces matériaux qui, c'est pareil, une fois de plus, c'est du déchet. Pour le remettre en service sur le marché. Et on a fait un prototype avec eux en plein été. Dans leur hangar, il faisait 40 degrés, 40-45 degrés, impossible de refroidir, et c'est une problématique que peut-être vous connaissez au niveau de l'architecture de ce bâtiment-là. Mais ça monte très vite en température et impossible pour eux, sur cette petite semaine où il a fait 40-45 degrés, d'avoir un matériau, d'avoir des finitions propres en fait. Ils n'arrivaient plus à gérer leurs matériaux parce que les conditions de température n'étaient pas bonnes. Et bien ça c'est la même chose. C'est-à-dire que si on va imprimer du coup en hiver dans des hangars où il fait un peu froid, un peu humide, voilà, ou si on va imprimer en été, on ne va pas du tout avoir les mêmes problématiques. Donc on va avoir un matériau qui potentiellement peut sécher plus rapidement si on fait ça en plein été. Donc peut-être qu'on peut se permettre d'augmenter la vitesse. Et en hiver ou en automne, on aura des problématiques différentes et de tenue du matériau. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Bonjour. Alors, je me demandais, je vous vois faire beaucoup de tests avec des nouveaux matériaux qui sont travailler du cuir ou travailler avec des coquilles de moules ou d'huîtres. Et je me demandais, est-ce que c'est pas un peu frustrant le fait, enfin j'ai l'impression que il y a le proof of concept qui est assez chouette à tester, mais qu'il y a un truc qui est un peu déconnecté d'une application à plus grande échelle. Par exemple, j'ai du mal à imaginer que le cuir puisse remplacer le plastique, parce que lui aussi a sûrement plein de problèmes environnementaux, autres que le pétrole par exemple. Ouais. Ah bah non, mais clairement, mais c'est pour ça que, alors je pense que ce serait extrêmement frustrant si on faisait que ça. Mais vu qu'on fait pas que ça, ben du coup on arrive à s'équilibrer psychologiquement. Parce que non mais c'est vrai, c'est-à-dire que ça, là ce que je vous présente c'est vrai aujourd'hui, c'est vraiment toute notre partie recherche. Voilà. Maintenant on travaille sur du développement de produits, on travaille beaucoup avec le Design Spot qui est lié à l'université de Saclay. On travaille avec des chercheurs qui par exemple eux ont fait la recherche. Voilà. Ça fait des années qu'ils bossent sur des sujets de recherche divers et variés. Et nous, on va intervenir en tant que designer pour prendre leur boîte noire, parce que c'est souvent des boîtes noires, et de le transformer en objet utilisable, ergonomique, fonctionnel. Et là, on arrive, on projette leur concept. Voilà. J'entends, et c'est vrai, il y a un côté un peu frustrant. Bon, on a fait le proof of concept, personne n'en veut, mais ça nous arrive tout le temps. Des projets qui restent à l'état de croquis, tiroirs. Quand je dis croquis, on est d'accord, hein, je parle même de volume, hein, de maquettage, voilà. Ou de proof of concept, et ben il s'arrête là. Il s'arrête là. Voilà, on va continuer à avancer, on va continuer à déblayer. Voilà. Mais je pense que en tout cas nous, ça a vraiment été notre démarche depuis le début, parce que quand on monte une entreprise, en tant que créateur, peu importe le secteur, il y a plusieurs choix à faire en fait au démarrage. Au démarrage, on se dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il ne faut pas que je me spécialise pour trouver ma place sur le marché? Ça, c'est un vrai choix et c'est une vraie question. Quand on arrive en tant que créateur sur le marché, ce n'est pas forcément des questions qu'on se pose quand on est en apprentissage. Mais on arrive et on se dit, bon, bah voilà, alors maintenant, je sais faire un certain nombre de choses, j'aime des choses, il y en a d'autres que j'aime moins, mais il y a le marché. Et il y a aussi la loi du marché, il faut s'intégrer dans ce marché. Donc soit on se spécialise et on prend cette voie, et puis ça peut très bien fonctionner. Alors après, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas, ça c'est voilà, chacun d'y répondre pour lui-même, ou pour elle-même. Nous, on a fait le choix de rester dans cette pluridisciplinarité. Parce qu'en plus, elle nous nourrit énormément. C'est-à-dire que faire des tests comme ça, déjà humainement, c'est extraordinaire. Parce qu'on rencontre énormément d'autres créateurs, de fabricants, d'industriels, de chercheurs qui sont dans des secteurs hyper différents. Et en plus, nous, ce qu'on se rend compte, c'est que tout se nourrit. C'est-à-dire que des tests qu'on va faire d'un côté avec
des ormeaux, du cuir avec RStudio, va nourrir des réflexions qu'on va avoir sur du développement de mobilier. Si on n'avait pas tellement travaillé avec les filles sur justement cette recherche, enfin en tout cas la prise de conscience de cette de l'importance de la recherche de ces matériaux qui sont en fin de vie, peut-être qu'on n'aurait pas poussé Pierre et Vacances sur une table autant, en tout cas, à bosser avec Tisu qui fait entièrement du recyclé. Et en fait, tout ça nourrit notre ADN de créateur qu'on étale, quoi. Enfin, qu'on étale, c'est un peu... On parlait tout à l'heure des différents matériaux. Ici, un projet qui est une commande de Armin, donc, qui est le centre des matériaux CNRS. En fait, ils sont venus nous voir en nous demandant de mettre en valeur leur savoir-faire. Donc ça, c'est un projet, c'est le type de projet qu'on aime aussi, parce que c'est beaucoup plus direct. Là, pour le coup, on va travailler avec leur savoir-faire, leurs problématiques de machine, de volume, voilà, tout le cahier des charges en fait de leur machine et de ce qu'ils veulent eux en faire. Donc eux voulaient commencer à se projeter dans de la fabrication à différentes échelles et de montrer tout leur savoir-faire. Donc on a travaillé sur cet objet qui n'est ni plus ni moins qu'une sculpture, on est bien d'accord. Mais ça reste une sculpture dans laquelle on a amené tous les éléments de capacité de leur machine. Donc la première cloche principale, tout en étant évidemment dans une sensibilité à l'objet et un esthétisme pour lequel ils venaient nous voir. Donc la cloche principale correspond au volume maximum d'impression de la machine. Et puis, une fois qu'on enlève cette cloche, on arrive sur une base et sa boîte. Sa boîte, du coup, est complètement ajustée au niveau des deux éléments. La boîte, du coup, s'ouvre par un système de glissière mécanique qui a été imprimé tel quel par la machine. Et on arrive sur ce petit dé, en fait, au centre, qui est à l'échelle du bijou, avec vraiment des gravures, des éléments qui sont tout petits et très très fins. C'est un démonstrateur, mais c'est un vrai plaisir d'aller dans les ateliers, de comprendre du coup les problématiques de la machine, de comprendre là où ils veulent emmener leur machine, et nous de faire une proposition sculpturale à un instant T. Donc ici, on revient un petit peu autour de la céramique, mais aussi avec les collaborations. Donc une collaboration avec Emmanuelle Roule, autour justement de la céramique. Elle, pour le coup, a amené son concept. Elle avait eu une bourse, il me semble, de travail pour développer aussi une série d'objets autour des arts de la table. Et elle est venue nous voir en disant, voilà, avec tout mon concept que j'ai déroulé, là j'aimerais bien réussir à faire un petit switch sur une nouvelle étape et rajouter en fait une corde à son arc avec nous qui était du coup l'impression 3D. Donc ça c'est quelque chose qui nous plaît aussi, c'est-à-dire que moi j'aime à dire qu'on a un ego bien placé. L'ego c'est hyper important en tant qu'être humain, il faut l'avoir. Mais il faut l'avoir bien placé. On ne se fait pas d'ego trip, on n'a aucun problème à travailler avec quelqu'un qui développe le concept. Nous, on va se raccrocher à différents niveaux du besoin du projet. On peut arriver en démarrage de projet avec une écriture du cahier des charges et amener le projet avec le client jusqu'au bout, jusqu'à la fabrication. Ou alors, on peut intervenir en démarrage de projet et laisser faire après, ou intervenir au milieu du projet, ou intervenir en fin de projet. Voilà. Et on peut aussi faire des interventions ponctuelles dans certains projets pour amener un savoir-faire ou du conseil, ou voilà.
Et ça offre, comme je le disais tout à l'heure, de grandes possibilités au niveau des collaborations. Il y a des super rencontres et puis il y a des beaux projets qui en sortent. Ici, c'est un projet qu'on a réalisé pour une exposition qui s'appelait Design Exquis à Londres. Donc ce projet, il a aussi une dizaine d'années, je pense maintenant, mine de rien. Et en fait, le travail sur ce projet, c'est qu'on a rencontré une entreprise qui s'appelait Sol Étanche Bachy, qui est une entreprise qui fait de l'injection de bactéries dans les sols sableux, ce qui permet de les consolider. En fait, la bactérie va être injectée dans ces sols sableux, c'est une entreprise hollandaise à la base, et elle va être nourrie, et en fait elle va se développer, elle va faire des ponts de structure, et elle va durcir en fait la zone, et elle va mourir. Et en fait, elle aura solidifié toute une zone de sol. Et donc ça permet de construire des bâtiments par la suite au-dessus. Alors j'ai pas eu tous les termes techniques, mais il ne faudra pas en vouloir, je commence à fatiguer un petit peu peut-être. Et nous, on a repris ce concept-là, on a été dans les ateliers de Sol Étanche Bachy pour développer un projet manifeste qui était autour du souvenir. Et on a développé toute une petite série justement de moules avec les agents vivants pour fixer du coup ce sable. Et en l'occurrence sur ce projet, c'est vous qui avez sourcé, prospecté l'entreprise ou c'est pareil, c'est l'entreprise qui est venue vers vous? Alors là pour le coup c'est nous complètement. Là c'est parti de concept, c'est-à-dire c'est vrai que parfois on est appelé par une entreprise en disant voilà, nous ça c'est notre savoir-faire et on voudrait tel type ou tel type de projet. Ou alors on va avoir ces projets qui sont plus de la recherche aussi, où nous on va tirer des fils, il y a des choses qui vont nous paraître intéressantes et on va aller solliciter ces entreprises dans un cadre X ou Y. Là pour le coup c'était dans le cadre d'une exposition et ils ont joué le jeu, voilà, de mettre leur laboratoire un petit peu à disposition pour qu'on puisse tester ça. Et alors ça c'est pareil, c'est un projet qui est assez rigolo parce que ce petit projet manifeste, au final, on nous appelle encore aujourd'hui, je pense qu'on doit, au minimum, on a 3 coups de fil par an pour nous demander s'il est disponible, s'il est possible de l'implanter quelque part, tout, voilà. Sauf que, évidemment, ouais, pour le coup, il va s'arrêter là, lui aussi, mais c'est pas grave. En fait, il va vivre parce qu'on va encore en parler. C'est à peu près tout, parce que nous, on n'est pas des vendeurs, on se visualise pas comme des vendeurs, on se visualise pas comme des fabricants. C'est plus notre rôle. C'est-à-dire que s'il fallait qu'on mette en pratique un projet comme celui-là, faudrait monter une start-up, faut aller choper des fonds, voilà. Et ça, c'est un autre métier. Je vous ai parlé un petit peu de mobilier tout à l'heure. Ici, là, c'est une petite section autour des luminaires. Et il y a quelques projets dont je veux vous parler. Alors ça, c'est un projet que moi j'aime beaucoup, qui est la suspension kaolin, qui a été fabriquée ici à Limoges. Chez Rosenbalt, on en parlait justement, qui a géré justement toute la fab pour l'entreprise Cataba, qui fait du mobilier uniquement fabriqué en France de manière la plus éthique possible et qui s'est fait sa place, là-dedans. Donc là, c'est une céramique en porcelaine. La première version était entièrement fermée. On a fait une nouvelle version qui était ouverte. Le développement, nous maintenant, quand on veut travailler avec des céramistes, souvent on a cette phase où on va passer par l'impression 3D.
En tout cas, pour de la production en grande quantité comme ça, on va souvent passer par des phases de conception et de maquettage, puis on va réaliser une pièce, donc plus 12%, vous connaissez les histoires de rétractation bien mieux que moi, pour faire le moule mère, et après dont les tirages seront faits. Un autre projet autour de la lumière. Ici, c'est un projet pour lequel on a eu une bourse du VIA pour développer un luminaire. Nous, on voulait en fait prendre beaucoup d'espace en ayant quelque chose de le plus léger possible, que ce soit au niveau du transport, au niveau de la quantité de matière, mais réussir à avoir un très gros volume. Et là, on a réalisé en fait une colonne vertébrale qui est la colonne vertébrale qui est technique avec les LED. Et on a ces grandes ailes de papier qui ont été développées avec procédé Chenel sur de la découpe. Donc c'est de la découpe de grandes feuilles de papier qui sont en fait repliées de telle manière à ce que ça va venir structurer notre aile. Donc en fait toutes les petites arêtes un petit peu là. Voilà, c'est vraiment le papier qui est replié et qui permet de structurer le volume. Et là on est sur un luminaire qui fait 2 mètres 20 par 1 mètre 20 de large. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de quincaillerie moderne et de la fabrication autour de l'impression 3D. Typiquement, quincaillerie moderne est venue nous voir, elles font du luminaire. Donc ça, c'est un bon projet d'école, de certaine manière, c'est-à-dire qu'elles font du luminaire, elles ont leur globe lumineux et elles ont leur base. Donc la base que vous allez voir, là en haut à droite, toutes leurs pièces étaient injectées en Italie. C'est pièces plastiques, donc c'est à la fois une pièce technique dans laquelle on va mettre la douille et à la fois une pièce décorative sur ce cylindre. Elles avaient le choix entre 3 couleurs, il y avait un vert, un blanc et un noir, parce que le fabricant avait ce moule-là et c'est le seul fabricant auquel elles avaient accès. Et en fait, nous, on a repris complètement leur travail, enfin, elles nous ont demandé de travailler avec elles, on a reposé en fait toutes les bases de leurs problématiques pour la fabrication, et là, il fallait partir sur de la fabrication en quantité. Et donc, on a travaillé aussi avec Batchworks pour la production. Et on a redessiné en fait l'intégralité de leurs pièces, à la fois anciennement injectées en ABS en Italie, pour là pouvoir travailler avec des PLA recyclés, pour le coup. Donc voilà, donc là on amène un petit peu de... J'ai envie de dire d'écologie, mais là pour le coup c'est un peu exagéré, mais en tout cas un petit peu d'attention au type de matériaux et pourquoi. Voilà, si vous avez le choix entre du PLA ou de l'ABS, utilisez du PLA. Voilà. Et s'il est recyclé, c'est encore mieux. Et voilà. Et en fait, on fait des petits pas comme ça. Et là, ce qui est intéressant avec cette pièce-là, c'est qu'on s'en rend pas forcément compte. Mais sur le développement d'une pièce comme ça, il y a pas mal de travail. Juste, je vais vous parler de la technique pour le moment. C'est-à-dire qu'il faut aussi l'adapter à une pièce existante et il faut l'adapter en grande quantité sur des séries. Donc là, typiquement, on a une pièce existante sur laquelle on a la douille et qu'il va falloir venir clipper dans cet élément. Et en fait, pour pouvoir transposer un travail qui a été fait en moule injecté sur de l'impression 3D, il y a énormément de petits paramètres de gestion, de tolérance, de gestion technique en fait, pour avoir un objet vraiment fonctionnel. Et alors une fois qu'on avait réussi à faire ça, on avait notre base. Et ce qui est super, c'est qu'on a pu développer leur gamme sur énormément de choses. Voilà. Et là aujourd'hui, elles n'ont quasiment plus que de l'impression 3D. Sur toute leur gamme, et alors on ouvre les gammes, parce qu'on n'a pas besoin de moule,
Parce qu'un moule d'injection plastique, ça va coûter des milliers d'euros, si ce n'est pas des dizaines de milliers d'euros selon la complexité du moule. Et là, on a une flexibilité énorme sur les matériaux, sur la qualité des matériaux, sur les coloris, sur des ajustements pour des gammes et sur aussi des nouveaux types d'objets. Et moi, ce qui me plaît avec ce projet-là, c'est que c'est exactement ce qu'on voulait faire quand on a commencé il y a 10 ans à se poser la question avec Habitat. C'était de réussir à l'amener dans cette démarche-là. D'autant plus qu'on ouvre déjà on ouvre des perspectives esthétiques, mais on ouvre des perspectives écologiques. On ouvre des perspectives de rapatriement, entre guillemets, de savoir-faire, d'industrialisation. Voilà, en fait, ça touche à beaucoup de choses. Voilà. Je pourrais continuer encore un bon moment. Je ne sais pas trop où on en est. Je pense que on peut peut-être commencer à prendre quelques questions. Voilà, aussi. Je ne sais pas si vous voulez qu'on papote un petit peu. Oui, parce que William ne vous a pas dit, il a à peu près 111 slides. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un accéléré si vous avez envie d'avoir des glitches toute la nuit, justement. C'est ça. Mais, je peux continuer pendant 1 heure, mais non plus. Merci beaucoup pour la clarté de la présentation et ta réactivité sur les questions et d'aller dans des choses techniques très concrètes. Et puis, dans beaucoup de choses de ce que tu as dit, j'ai l'impression que c'est des choses qu'on dit beaucoup à nos étudiants et étudiantes, que j'ai dû dire aujourd'hui, d'ailleurs, sur le fait que tous les projets vont pas au bout, et c'est pas en vain que vos carnets de croquis, vos tiroirs à idées, c'est super important, et qu'en fait on repioche aussi incessamment dedans, c'est vos bagages. Voilà. Et puis je sais pas s'il y a des questions. En tout cas, il y a des étudiants et des étudiantes. Ah ben voilà. Moi j'aurais une question sur le modèle économique. Parce qu'en fait, il y a des expérimentations que tu as montrées qui n'ont pas forcément de débouché commercial, comme l'a souligné Jean. Et donc, c'est des choses que vous faites sur le côté, sur lequel vous avez... Enfin, l'expo à Tours, il y avait un budget pour l'expo, un budget de prod, je ne sais pas. Oui. En fait, ça va vraiment dépendre. C'est-à-dire que pour avoir un petit peu d'ambition dans les projets, comme pour l'expo à Tours, typiquement, il faut des financements. Donc là, on avait eu des financements par l'intermédiaire du projet Monde Nouveau qui avait été mis en place par l'État après le Covid. Ils avaient fait une sélection d'un certain nombre de projets dans lesquels ils pouvaient investir pour de la recherche et de l'art. Et donc là clairement, on dépend de ce type de financement. Souvent, on essaye d'aller récupérer des financements. Mais il y a aussi un certain nombre de projets dans lesquels il n'y en a pas. Le modèle économique, de toute façon, il est principalement basé... Et en fait, c'est pour ça que j'en ai parlé, mais j'en ai peu montré ce soir, parce que ça prendrait trop de temps. Enfin, peut-être je reviendrai pour parler plus de design d'objets, peut-être, d'une autre manière de percevoir ça, en tout cas, et de fonctionner avec ça. Mais dans tous les accompagnements des entreprises, et on travaille principalement avec des PME, c'est là que le modèle économique principal va être fait. Après, tout ce qui est expérimentation et travail comme ça, soit on arrive à choper des financements d'un côté, soit on le fait en partenariat parce que ça nous plaît et que l'expérience aussi, qu'elle soit technique et humaine, nous intéresse, quoi. J'ai une petite question, c'est par rapport au coût. Vu que vous disiez qu'au départ que c'est un élément important aussi dans la production, vu qu'il y a les budgets qui sont financés, mais je m'imagine en tant qu'acheteuse, on va dire, est-ce que vous
c'est vraiment des produits de luxe, on va dire, dans le sens où quel est votre public? Est-ce que vous faites majoritairement des produits qui sont atteignables pour la classe sociale, on va dire? Ou est-ce que vous jonglez un peu? Enfin, j'imagine un peu les trucs pour les enfants. Est-ce que c'est vraiment... c'est juste le moment de l'exposition et on ne peut pas l'acheter? Ou est-ce que... Comment vous vous placez par rapport à la classe? Est-ce que c'est vraiment pour les riches, les pauvres? Tu veux que je me positionne dans la hiérarchie sociale? Très bien. Non, oui. Alors, pour être très honnête, nous, on ne vend pas. Déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on n'est pas des vendeurs. C'est-à-dire que nous, on ne vend pas d'objets. J'ai envie de dire que les objets qu'on va... Nous, en fait, on va offrir notre service à des entreprises pour développer des objets. D'accord? Donc, en fait, on va leur offrir un savoir-faire de conception d'objets. Ça, c'est notre travail de base. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on travaille principalement qu'avec des PME. Donc là, pour le coup, on a parfois on travaille avec des plus grosses boîtes, là, comme on a bossé par exemple avec Pierre et Vacances pour le développement d'une pièce de mobilier. Et ben, on n'est pas si cher que ça. Non, on n'est pas oui, mais on n'est pas dans le luxe. Alors clairement, si on doit se positionner, nous on travaille pas avec le luxe en fait. Peut-être un jour. Pour la quincaillerie justement. Pardon? La quincaillerie, là, les exemples de luminaires que tu as. Ah bah je pense que c'est complètement accessible. Hein. Alors c'est sûr que c'est pas du Lidl, hein, on est bien d'accord. Mais on n'est pas sur des prix exorbitants. Hein. Je vous invite à aller voir d'ailleurs les prix de la quincaillerie moderne pour du luminaire, pardon. 189 quoi, 189? Celles-là, elles sont à 189? Ouais, bah allez voir au lieu de balancer des mauvais chiffres. non, mais je sais, ouais, on doit être là-dedans peut-être. Bon, après moi, très sincèrement, nous, une fois qu'on a lancé le projet, non, on définit pas les prix. Non, on définit pas les prix. Nous, on va orienter sur des fabrications les plus cohérentes pour. Et puis on va se battre aussi parfois un peu pour les acteurs. C'est-à-dire que quand il y a un acheteur qui dit oui, mais alors ce serait bien que ce soit moins cher. Et oui, mais il y a un moment, la fabrication française avec du recyclable, voilà, et ben ça a un certain coût aussi. Voilà. Mais les pièces qu'on doit vendre au plus cher, ça va être avec quelques galeries, c'est très ponctuel. Et typiquement, tu demandais sur les pièces pour les enfants, c'est un centre d'art ouvert au public, complètement accessible. Il y a des écoles qui y vont. Enfin voilà, donc on n'est pas... Alors, je pense que ta question c'était celle-là, parce que peut-être qu'il y a une image, que tu as ressenti une image d'une forme d'élitisme par rapport au projet, un esthétisme, voilà. Mais on n'est pas du tout élitiste. On n'est pas du tout dans une catégorie élitiste. On est très certainement dans une zone de création et artistique qui se veut exigeante. Et nous, on se veut exigeant par rapport à l'image, par rapport aux produits, par rapport aux objets. Mais on n'est pas dans un secteur élitiste. Voilà. J'ai répondu à la question? Oui. C'est 189 alors ou pas? Ouais? Ok. Eh ben voilà, 189 € si vous voulez. J'ai 3 questions. Trois? Oui. Ok, on va les faire une par une si ça va. Première question, c'est par rapport au projet de Habitat. Ouais. Vous avez dit que vous pouvez imprimer des objets personnalisés. Et du coup, ma question, c'est est-ce que c'est le client qui fait juste un dessin et c'est vous qui faites la conception 3D, qui lance l'impression 3D. Et pour la deuxième question, c'est par rapport aux suspensions en papier. Je voulais savoir quel type de papier vous avez utilisé. Et ma troisième question, c'est très loin de les deux premières questions. C'est comment vous avez ciblé votre premier client en 2009? Ah. Ok.
Alors, on va reprendre avec la première question. Alors, la première question. Habitat, est-ce que c'est nous qui faisions? Oui. Alors, ce qu'on avait mis en place à l'époque, pas plus c'était il y a 10 ans, et c'était un pop-up store. On a fait ça 2 semaines, un truc comme ça, et l'idée n'était pas de monter une entreprise derrière. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait proposé, il y avait ces petites fiches que je vous ai montrées tout à l'heure, où le client pouvait faire un choix de couleurs, sur un certain nombre de couleurs à disposition, et changer quelques paramètres de taille. Donc une fois qu'on avait cet élément-là, nous on avait la petite fiche avec les différentes dimensions et la couleur. Il s'agissait de mettre dans le logiciel paramétrique, rentrer les dimensions, ça le mettait à la taille, et après on mettait la bonne bobine et on imprimait. Donc on avait rationalisé quand même cette partie-là aussi. On ne venait pas remodéliser tout le truc. Voilà. Donc, ça pouvait vraiment être fait assez rapidement. Voilà. Alors la deuxième question était le type de papier. Alors les premiers prototypes ont été faits avec du Tyvek. Voilà, qui est un non tissé pressé. Voilà. Et en fait on est passé par la suite au papier qui est un non tissé pressé aussi, mais qui n'est pas tout à fait la même chose, de chez Procédé Chanel, avec qui on a fait les développements. Voilà. Et alors là, pardon? Drop paper, exactement, tout à fait. Et alors la troisième question, c'était comment on a eu notre premier client, ouais, quoi, en 2009. En fait, je crois pas qu'il y ait un premier client, quoi. C'est comme ce truc. J'ai gardé mon premier billet de mon premier job. Je crois plus que ça se fasse trop comme ça. Ça s'est fait un petit peu. Voilà, il y a eu des démarrages de projets. Je pense qu'il faut saisir les opportunités quand on démarre, parce que je pense que la question elle est un peu sous-jacente et c'est ça. C'est que voilà, il faut saisir les opportunités et puis voir à la fois où on se fait embarquer et à la fois où nous on veut aller. Et voilà, c'est comme ça que je vais répondre à cette question, parce que j'ai pas vraiment de réponse directe à ça, quoi. Voilà. J'ai été curieux en voyant vos formes qui sont pour la plupart très dessinées quand c'est pas la machine qui un peu gère les défauts, enfin fait créer les défauts. Comment vous dessinez? Est-ce que c'est beaucoup de croquis? Est-ce que c'est de la maquette? Est-ce que c'est tout de suite de la 3D? Alors il y a un peu de tout, et ça pour le coup c'est pas du tout rationalisé. C'est-à-dire que déjà on est deux et qu'on travaille le tout à deux en général, et qu'on se challenge mutuellement sur nos croquis, nos dessins. Alors le croquis, ça peut être un croquis sur le papier, ça peut être de la 3D, ou ça peut être une maquette, une découpe, ou ça peut être une impression. C'est très variable. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de... On n'a jamais décidé comment on allait dessiner. Et on n'a jamais décidé de notre œuvre au global en amont. Et ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup, qu'en fait, ça se fait au fur et à mesure. Là, on vient de finir une rétrospective qu'on a organisée à Paris sur notre travail, 15 ans de projet. Et en fait, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues voir, c'est marrant parce qu'on voit le fil rouge, quoi. On voit une cohérence. Et en fait, dans tout ça, il y a une cohérence. Sauf que c'est jamais une cohérence qu'on a décidée, c'est une cohérence qui se fait. Parce que quand on est dans le faire et qu'on produit, peu importe ce qu'on va produire, que ce soit des écrits, que ce soit de la pensée, que ce soit de la sculpture ou autre, il y a forcément quelque chose de nous. Mais en fait, déjà, il faut se connaître soi-même pour réussir à projeter sa propre œuvre dans le futur, ce qui est quasiment impossible. Mais en plus, nous, on est deux. On ne peut pas projeter ce que va donner notre relation. Donc en fait, ça se dessine au fur et à mesure,
Tout le monde est présent dans ces étapes, dans toutes les étapes, et dans cette discussion. Et on avait appelé justement notre exposition Dialogue, parce qu'on est là-dedans. Non seulement on est dans le dialogue entre nous et nous-mêmes, après ça dépend combien vous êtes dans vos têtes, et après on avait cette discussion, on a ce dialogue entre associés, et après on a ces dialogues qui vont se diversifier avec soit les autres créateurs, soit les industriels, soit les artisans, et ça crée encore des choses. Mais à la fin, il y a un fil rouge. Voilà. Ah, allez, dernière question. Vous serez la dernière. Bon, sauf si vraiment il y a quelqu'un qui a absolument reposé une. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous développez beaucoup des nouveaux matériaux qui peuvent être un peu des réponses à des problèmes écologiques. Et moi, je voulais savoir si est-ce que ces matériaux, ils se travaillent seulement à travers l'imprimante 3D, ou est-ce que vous pensez que c'est des nouveaux matériaux qui peuvent être adaptables à d'autres techniques, peut-être des techniques un peu plus artisanales? Complètement. C'est bon, j'ai ta réponse. Oui. Complètement. Non, merci d'avoir posé cette question, elle est très pertinente. Pas du tout. C'est pas du tout bloqué à l'impression 3D. Nous, c'est le médium qu'on a utilisé pour les utiliser. Mais typiquement, Hors Studio, avec leur Laserstone, aujourd'hui, elles continuent à faire énormément de recherches. Je vous invite à aller voir leur travail. C'est super ce que fait Hors Studio. Et en ce moment, elles travaillent avec leur Laserstone et elles ont plusieurs modes d'utilisation, donc soit en plaques, elles vont travailler les plaques et elles vont reformer les plaques, soit en pâte, donc elles vont pouvoir couvrir, elles ont fait des comptoirs de grande dimension sur lesquels elles vont venir appliquer la matière, elles le poncent, elles le marquent, il y a voilà, beaucoup d'autres solutions. Pour les ormeaux, par exemple, ça avait été moulé aussi. Enfin voilà, donc nous, c'est juste un biais qu'on prend avec l'impression 3D. Il n'y a rien qui est limité à cette technique-là. Voilà. J'ai une ultime question. Allons-y. Tout à l'heure, tu as parlé finalement du fait que certains studios ou designers individuels prenaient des orientations de spécialisation. Et toi, tu évoquais le fait que vous étiez resté multidisciplinaire, mais est-ce que tu ne penses pas qu'à travers la 3D, vous avez développé, si ce n'est une spécialité, un champ d'expertise quand même assez, très pointu et surtout, voilà. Oui, bah clairement. Clairement. Non, mais c'est vrai. Mais ça a pas été ça s'est pas décidé en fait. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ça n'a pas été un choix stratégique, quoi. C'est-à-dire que ça s'est mis en place évidemment un petit peu comme ça. Donc oui, non mais en fait complètement. Tu as raison. Donc en fait on est quand même en partie un peu spécialisé là-dessus. C'est clairement ça. Et une fois de plus, là je l'ai vraiment orienté là-dessus. Donc évidemment on voit que ça. Mais si, ouais, tout à fait. On a ce champ d'expertise qui s'est vraiment développé. Et vu qu'on est curieux, eh ben on va aller creuser dans toutes ces technos aussi, ce qui du coup élargit notre champ d'expertise et en même temps tire ce fil-là, tout à fait. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous.